Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au Parlement européen de Strasbourg. Ici, l'Europe se penche sur les histoires de gros sous. Y a-t-il encore un soldat pour sauver le budget européen, un budget réfléchi dans ses grands axes dès 2016, il y a 3 ans donc, et qui pourtant continue de poser problèmes et questions. Alors, bien sûr, il y a le feuilleton du Brexit, mais le feuilleton du Brexit est-il finalement une excuse, l'arbre qui cache la forêt? Le prétexte à repousser l'échéance avant le grand marchandage, l'occasion de ne pas se demander finalement ce que l'Europe doit devenir, son identité ou sa stratégie. Par exemple, pour en parler, tenter de répondre en tout cas à ces deux questions, deux invités. Younous Omarjee est un député français, mais un député européen bien sûr, membre de la gauche unitaire européenne avec l'étiquette France Insoumise, dont vous êtes l'un des 6 représentants. Vous siégez au Parlement depuis 2012 et vous avez été vice-président de la Commission du développement et de la Commission des budgets. Voilà, président de la Commission du développement régional. On le comprendra très vite. Pour schématiser, vous demandez un peu plus d'Europe et un peu plus de sous. Voilà. Comme ça, au moins, on sait, les présentations sont faites. Face à vous, Monsieur Omarjee, Paolo Borchia, député italien Bonjour. De la Lega. Bonjour, ex-Ligue du Nord. Au niveau européen, vous êtes rattaché au groupe Identité et démocratie. Vous travaillez au sein de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, mais vous êtes fait remarquer par votre prise de parole lors des discussions sur le budget, par une prise de position assez tranchée finalement. Les propositions de la commission risqueraient, selon vous, de mettre les finances des pays contributeurs nets, la France, l'Italie, l'Allemagne, dans votre cas c'est l'Italie, encore plus en difficulté. Voilà, le problème est posé, on sait à qui on a affaire. Alors est-ce que réellement, en fait, on est autant en difficulté? Je le disais dans mon introduction, Monsieur Omarjee, le budget tel qu'il est conçu par la Commission et proposé par la présidence finlandaise ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous avez finalement à lui reprocher? C'est un budget qui manque d'ambition, mais souvent, ici à Bruxelles ou à Strasbourg, on manque d'ambition. C'est un budget qui n'est pas offensif politiquement. Et pourtant, l'Union européenne s'est assignée de nouveaux défis. Mais encore faut-il se donner les moyens, et des moyens budgétaires, car je ne vois pas comment il sera possible, par exemple, de satisfaire à nos ambitions pour la lutte contre le changement climatique si nous n'avons pas des moyens en moins. Je ne vois pas comment il sera possible de réduire les fractures territoriales en Europe s'il n'y a pas des moyens en plus. Je ne vois pas comment il sera possible de répondre à tous les défis concernant l'agriculture s'il n'y a pas des budgets conséquents. Sauf que les chefs d'État, en réalité, ils n'ont pas le sens de l'intérêt général européen. C'est-à-dire tous ces chefs d'État qui nous font de grands discours sur l'Europe. On sort d'une campagne électorale. On a beaucoup parlé de valeurs. Ce sont tous ceux qui ont fait les plus grands discours sur une ambition européenne, sur la souveraineté européenne, qui sont ceux-là même qui, aujourd'hui, viennent couper dans les budgets pour donner à l'Europe la possibilité d'avoir ne serait-ce que des politiques qui soient efficaces. Je suis en charge de la politique régionale. C'est la politique qui permet les investissements dans les régions, qui permet de soutenir l'emploi, qui permet de réduire les fractures à l'échelle de l'Union européenne. Alors pourquoi couper dans ces fonds? On va y revenir. Alors un budget sans ambition, sans idée et sans gros sous, Monsieur Borchia, vous entendez alors vous, visiblement, ça vous fait sourire. Mais demain, je vais prendre un avion pour retourner en Italie. J'aurai besoin d'expliquer à mes électeurs parce qu'on devrait augmenter le budget. C'est-à-dire qu'en Italie, comme en France, on est en train de parler de contribuables nets. Donc, ça va être une augmentation des ressources données par notre État à Bruxelles. Moi, je partage des considérations de M. Omarjee, mais de toute façon, je pense qu'il faudrait mieux analyser certains aspects. Si on parle de changement climatique, moi, je suis d'accord, je suis sensible, mais il faut prendre en considération que l'Europe, ce n'est pas
le premier facteur de pollution dans la Terre. Donc, c'est une raison pour pas bouger. Non, mais il faudrait avoir... C'est vite dit. C'est vite dit, parce que depuis la révolution industrielle, ce sont des vieilles nations européennes et, disons, occidentales, avec les États-Unis, qui ont le plus participé à la dette climatique et aux émissions de gaz à effet de serre. Et c'est l'ensemble des pays du monde qui, aujourd'hui, en paient le prix. Nous devons donner le meilleur exemple, être les meilleurs élèves dans la lutte contre le changement climatique. Mais s'agissant de l'Italie, je veux vous dire qu'au titre de la politique de cohésion, dont j'ai la responsabilité, l'Italie bénéficie de 40 milliards d'euros environ sur une programmation. Les régions italiennes, qui, pour certaines d'entre elles, les régions du Sud en particulier, sont, entre guillemets, encore en retard de développement, ont besoin de ces fonds. J'étais à Palerme, en Sicile, ce week-end. Qu'est-ce que j'ai entendu? Y compris le président de la région de Sicile. Ils m'ont dit, Monsieur Omarjee, battez-vous pour qu'il y ait un budget qui permette de continuer la politique de cohésion parce que nous avons besoin des subventions européennes. Il ne faut pas oublier que l'Europe n'a pas de ressources propres, donc on est en train de parler des contributions des États membres. Pour ce qui concerne la Sicile et les régions du sud de l'Italie, c'est une tradition que les autres régions d'Italie vont contribuer pour aider à développer cette région. Et j'étais en train de parler du changement climatique. J'étais en train de dire que je suis très sensible à ces questions, mais vous avez dit que l'Europe devrait être la première de la classe. Oui, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord totalement parce que c'est très important de donner un bon exemple, mais il faut avoir une approche un peu globale parce que si on ne va pas obtenir la collaboration de la Chine, des États-Unis, le grand émisseur, on ne peut pas rejoindre de bons résultats à niveau global. Budget, on n'a pas de stratégie européenne et on n'a pas non plus de représentation européenne. C'est le contexte qui doit être changé. D'abord, l'Inde et la Chine sont deux pays qui, aujourd'hui, je crois, sont résolument engagés sur ces objectifs. Beaucoup de choses ont évolué. Et puis, pensez aussi à toutes ces petites îles du monde. Je viens d'une île, la Réunion, mais je pense aussi à toutes les petites îles du Pacifique qui risquent d'être totalement englouties. Donc nous avons un devoir, une responsabilité. J'entends dire la question de la contribution nette des pays. C'est un argument qui existe en Italie, il existe aussi en France. Mais vous savez que les entreprises italiennes, qui sont des entreprises très innovantes, très performantes, qui ont fait souvent la preuve de leur qualité à l'échelle de l'Union européenne, remportent beaucoup les marchés à travers ce que nous lançons pour les investissements sur les fonds structurels. Je voyage beaucoup dans les régions européennes et je vois combien les entreprises italiennes obtiennent les marchés. Donc il y a des retours qui sont aussi très important, en plus des 40 milliards. C'est pour ça qu'on est favorable à l'augmentation de la dotation budgétaire pour les instruments qui vont aider, qui vont coopérer, qui vont aider à développer les entreprises. En Italie, on a une structure traditionnellement caractérisée par les petites et moyennes entreprises. Donc, si on va à se focaliser sur les différentes lignes budgétaires, si on parle de les lignes pour les entreprises, pour l'agriculture, pour la recherche, pour l'innovation, on est vraiment très favorable. Si on va à analyser des autres lignes budgétaires, l'action externe,
les coûts administratifs. Donc on n'est pas très content de comment l'Union européenne a la carte. Justement, on va s'arrêter quelques on ne passe secondes, pas au guichet, peut-être l'Europe, du- ce n'est pas cela. Du tout, quelques minutes, ça ne sera pas possible, mais quelques secondes en tout cas sur le nouveau budget pour la période 2021-2027. La Commission prévoit un budget total de 1279 milliards d'euros en euros courants. C'est 1,11% du PIB. Certains pays du Nord, essentiellement, il y a la Lega aussi qui, quelquefois, va jouer dans leur camp, demande 1% ou 1,04%. D'autres, comme les parlementaires européens, demandaient plutôt 1,3%. On voit que finalement, c'est en hausse, mais c'est une hausse qui ne comble pas le retrait britannique. Et c'est une hausse, notamment, qui pose problème. On avait plutôt tendance à baisser, c'est vrai, les budgets jusqu'ici. Là, quand même, on baisse des budgets conséquents. On réorganise aussi les budgets, la PAC, quelques autres budgets également, la cohésion. Et là, ça pose problème, effectivement, et à la fois pour les pays qui sont arrivés en premier dans l'Union européenne, mais aussi pour les pays qui sont venus dans le cadre de l'élargissement. Et puis, il y a l'occasion du Conseil européen, des chefs d'État qui ont fait part de leur désarroi. Alors, il y avait Emmanuel Macron, notamment, qui, en voyant le projet porté par les Finlandais, a utilisé lui, la petite image de la tartine au petit déjeuner. À force, eh bien, il y aura de moins en moins de beurre. Je vous propose de l'écouter. Ça va nous détendre un petit peu dans ce débat à fleurs et mouchetés. Et on reviendra juste derrière pour analyser. Les mêmes qui nous disent, la main sur le cœur, il faut élargir, nous disent, je veux un budget à 1%. Là, quand la tartine est plus grande et qu'on met moins de beurre, il faut étaler le beurre, on finit par plus le voir. Et bizarrement, à la fin, ça a un goût de tartine. Donc, si vous voulez, cette Europe, ça va devenir une espèce de grande chose qui est au fond un marché unique à coordination faible. C'est ça la vision qui est en train gravitairement de se faire. Monsieur Borchia, c'est ça la vision de l'Europe que vous avez à l'heure actuelle? Je pense qu'il faut essayer d'être le plus pragmatique possible. Parce que hier, la Commission européenne a envoyé au gouvernement italien. Mon parti fait plus part du gouvernement, donc je sais d'avoir une vision objective. Mais la Commission a envoyé une lettre en demandant plusieurs renseignements sur la loi de budget. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment très compliqué parce que ce n'est pas une époque historique très facile pour les finances publiques. Donc, il faudrait essayer de faire le mieux avec et dans le même temps, les ressources pour reprendre une thématique présidentielle chère à Emmanuel Macron, et dans le même temps, dès qu'on a eu cette campagne électorale, on a beaucoup parlé de valeurs et d'objectifs, beaucoup d'objectifs, l'innovation. Alors là, la recherche et l'innovation est en hausse dans le budget prévu, mais tout le monde sortait beaucoup de chiffres et d'objectifs, et il fallait revoir tout à la hausse. Et pourtant, là, au moment de négocier le budget, tout le monde est en train de regarder sa bourse et de se dire « Ah bah non, là ça fait trop cher ». Est-ce que finalement l'Europe ne va pas encore, à cause du Brexit d'ailleurs, en partie, se dire bah, on va attendre le prochain budget? Ça fait quand même plusieurs budgets de transition. Avant c'était la crise de 2008 qui avait empêché de se projeter. Là cette fois-ci c'est peut-être le Brexit. Est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas changer un peu de discours? Les choses ne sont pas si simples et simplistes. D'abord, déjà sur le budget 2020, observer que beaucoup de politiques sont sacrifiées. Moins d'argent pour l'emploi des jeunes sur le budget 2020, moins d'argent pour la recherche, moins d'argent pour l'innovation. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que dans cette construction du budget pour les 7 nouvelles années, vous avez de nouvelles politiques voulues par Emmanuel Macron, et en particulier la politique de défense. La grande affaire de cette nouvelle commission et du Conseil européen, c'est la création à terme d'une armée européenne et d'une défense européenne qui coûte des milliards et des milliards d'euros dans le budget 2020-2027, en même temps que nous avons à faire face au Brexit et en même temps que nous avons à porter d'autres nouvelles ambitions. Et pour financer tout ceci, alors il sacrifie les politiques auxquelles nous sommes attachés, la politique agricole commune et la politique de cohésion. Alors nous disons, vous voulez financer de nouvelles politiques que nous combattons, comme la politique de défense, mettez des moyens supplémentaires. Et il y a la question ouverte, soit
d'une contribution supplémentaire des États, soit de ressources propres. Il est temps aujourd'hui pour l'Europe de pouvoir prélever des ressources propres pour financer son budget. Alors pour l'Union européenne, est-ce que finalement, cette question qui avait été portée par Emmanuel Macron d'une défense européenne, elle ne ressort pas à point nommé parce que très clairement, l'Europe est arrimée à l'OTAN, mais quelquefois l'OTAN file à l'anglaise pour le coup. Là, on est bien d'accord, on voit bien à quel point tout ça est absurde parce que la défense européenne qu'il souhaite construire, c'est une défense qui reste arrimée à l'OTAN. Donc ceci n'a pas de sens. En France actuellement, on se bat pour que les colis alimentaires qui financent les Restos du Cœur à travers le Fonds européen d'aide aux plus démunis continuent à être financés. Eh bien, nous préférons la lutte contre la pauvreté que le financement des lobbies de la guerre. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre avec des position assez tranchée, mais finalement un débat très poli. Merci à vous. Alors on a parlé de budget européen, mais on n'a pas parlé de manière très technique. Si jamais cela vous intéresse, voilà une des références en la matière. Ça s'appelle le budget de l'Union européenne. C'est écrit par Stéphane Sorel qui connaît particulièrement bien ces questions de budget. Ça sort dans la collection Réflexe Europe. Et puis un dernier né, le système décisionnel de l'Union européenne, c'est Réflexe Europe aussi. Et c'est Serge Guillon qui l'a écrit. C'est une Bible. Alors, ce n'est pas forcément le livre qu'on lirait tous les soirs avant de s'endormir, mais c'est néanmoins une référence dès qu'il s'agit de parler d'Union européenne. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre sur notre plateau. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, restez avec nous parce que tout de suite, de nouvelles informations sur France 24 et France24.com.